Bravo et félicitations à vous, jeunes entrepreneurs, car vous contribuez au développement ou du moins à la croissance économique de votre pays. Si vous n'entreprenez pas, eh bien ce n'est pas grave. C'est peut-être une question de vocation, de temps et de volonté. Vous l'avez compris, le thème de ce week-end, c'est l'impact des jeunes entrepreneurs sur l'économie nationale. Mais d'abord, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur la panafricaine pour votre émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Avec moi dans ce studio d'Ibril Ouad d'Africable Télévision, comme d'habitude, 4 invités. D'abord, Aïssata Diakité, fondatrice et directrice générale de Zama en ligne. Bonsoir, Diakité. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Second invité, il n'est pas à sa première fois, Cheikh Oumar Soumano, président de l'organisation des jeunes patrons, OGEP. C'est bien cela, M. Soumano? Exactement. Merci pour la énième fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Troisième invité, Mohamed El Mokhtar Mahama, conseiller technique au ministère de la Jeunesse malienne. Bonsoir, M. Mokhtar. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quatrième et dernier invité, Jamal Nasser, président des jeunes diplômés, mais aussi opérateur économique au Mali. Bonsoir, monsieur Nasser. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, elle est pour vous, monsieur Soumano. Comment définissez-vous l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat? Merci bien, Djibril, d'abord pour cette invitation sur ce plateau. Alors, déjà, le concept entrepreneuriat, vous avez vu, si on veut donner une définition du point de vue sémantique, c'est que ça se termine par IA. Donc, c'est un peu comme le partenariat. Donc, ça suppose qu'il y a un processus. Donc, si vous voulez, du point de vue académique, l'entrepreneuriat, c'est l'ensemble des études et des démarches qui ont pour finalité la création d'une ou des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on attend par démarche? C'est le fait d'aller au niveau de structures administratives, demander par exemple la reconnaissance au niveau de l'État à travers la délivrance d'un document qu'on appelle le récépissé au registre de commerce, ou alors de demander un agrément pour des entreprises, pour des secteurs d'activité, je veux dire, qui sont sous contrôle. Par exemple, celui qui veut se lancer dans tout ce qui est BTP ou qui veut se lancer dans la création d'une pharmacie, on lui exige d'avoir un minimum de prérequis. Donc l'État délivre ce genre de documents. Et aussi, les démarches ont pour finalité de permettre à l'entrepreneur de ne pas être considéré comme celui qui est dans l'informel. Ça, c'est du point de vue des démarches. Et sans aussi oublier, bien entendu, que les démarches vont aussi aller dans le sens de la recherche de financement. Maintenant, en termes d'études, c'est quoi? C'est aujourd'hui, vous savez, ce qui différencie un entrepreneur de celui qui évolue dans ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, c'est de savoir au départ que quand il va se lancer dans telle activité, il va faire des ressources, il va faire des gains, il va gagner de l'argent. D'accord. Donc, voilà. Donc, non, c'est juste pour dire que les composantes de l'entrepreneuriat, c'est à la fois des démarches, mais c'est aussi de faire des études. Monsieur Mokhtar, qui doit entreprendre, selon vous? Bien, merci beaucoup. Permettez que je puisse vous féliciter pour cette initiative que je trouve assez louable parce que ça va permettre tout au moins aux jeunes de s'engager dans la créativité, dans la mise en place d'unités de production, non seulement pour leur propre intérêt, pour prospérer individuellement, mais aussi pour aider la nation, le pays à se développer. Venant à la question, je dirais que en fait, pour moi, tout le monde peut être entrepreneur. L'entrepreneuriat, en tant que tel comme défini, suppose juste un certain nombre de prérequis. Et ces prérequis-là, en fait, je pense que le terreau est fertile pour que chaque citoyen malien puisse disposer de ces prérequis-là. Et pour moi, il s'agit tout simplement pour un jeune de vouloir créer sa propre unité, de mettre en place son idée et de suivre les démarches dont il a parlé et faire en sorte que l'entreprise puisse être. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies et qui permettent en fait de booster la création d'entreprises et faire en fait de tous ceux-là qui vont désirer mettre en place leur propre entreprise, de les accompagner. On va peut-être venir là-dessus. Aujourd'hui, on a des unités comme le projet ProSège, on a le projet FIER, on a le FNEJ qui sont là, comme d'ailleurs le programme Emploi Jeune, le PEJ, qui sont là, qui sont des... Ça, c'est le cas du Mali. Au Mali, bien sûr, qui aident
les jeunes à pouvoir mettre en place leurs propres unités d'entreprise. Et en amont de tout ça, vous allez trouver qu'il y a des formations qui sont données. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'infrastructures de formation. Nous avons les camps de jeunesse. Nous avons les centres de formation professionnelle. Nous avons aujourd'hui beaucoup de structures qui aident et qui accompagnent les jeunes à ce que les jeunes puissent mettre. Il y a aussi des ressources, des fonds qui sont mis en place pour, n'est-ce pas, booster. Justement, nous allons en venir. L'entrepreneuriat, c'est une question sous-régionale avant d'être une question malienne. Aïssata Diakité, vous êtes entrepreneuse. Entrepreneuse, moi je le dis, pourquoi pas, entrepreneuse. Alors vous êtes la fondatrice de Zaba Holding, fondatrice et directrice générale de Zaba Holding. Comment entreprendre quand on est jeune? En fait, pour moi, tout le monde ne peut pas entreprendre. Et c'est pourtant, très difficile. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Oui, tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est un processus qui est très, très difficile, très risqué. Par exemple, dans mon cas, moi, j'ai abandonné carrément un CDI en France avec une condition bien pour venir me lancer au Mali. Et je vis des difficultés tous les jours qui ne sont pas évidentes à surmonter, en fait. Donc, ce n'est pas évident. Et on fait face aux problématiques même de l'État, donc des soucis de capital humain, les jeunes qu'on recrute souvent qui ne sont pas bien formés et que l'entrepreneur n'arrive pas, avant de créer son entreprise, ne va pas estimer ses coûts de financement dans son plan de développement et quelle est la banque au Mali aujourd'hui pour financer la formation des salariés dans une entreprise et comment prospecter les structures institutionnelles ou autres structures pour nous appuyer dans ce sens-là. Donc, à ce niveau-là, déjà, c'est pas évident parce que si le personnel ne suit pas des fois, la rigueur tombe. En même temps, on est dans le monde digital où il faut vraiment bien travailler pour que son produit fini soit acceptable d'abord sur son marché local et pour parler de marché international, en fait. Apparemment, c'est très compliqué le processus. Avant de venir à vous, monsieur Nassia, Soumano, vous pouvez nous dire un peu le processus d'entreprendre, comment entreprendre? Alors, ça c'est très rapidement, entreprendre, parce qu'il y a monsieur Nassia qui nous attend. C'est déjà l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est qu'il ne faut pas créer l'entreprise par mimétisme. Ça, il faut pas Explication. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer parce que tel a réussi, je veux le faire. C'est là où je suis d'accord, je la rejoins. D'accord, si elle a créé Zaba Holding, ça veut dire que moi je ne peux pas créer Fruyo Orange Holding. Non, tu pourras créer pourquoi si ça répond à un besoin. Déjà, la création d'entreprise, l'idée de projet doit procéder d'une analyse d'un besoin qu'on satisfait. C'est-à-dire on propose une solution à un besoin qu'on a identifié dans notre environnement immédiat. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, pour rejoindre Soumano, c'est que Zaba Holding, on en a commencé à parler en 2014-2015, mais j'ai mis 5 ans avant d'en arriver là, en fait. 5 ans? Oui, le temps de fédérer les réseaux d'approvisionnement en amont, le temps de maîtriser pour parler traçabilité, que mon produit soit référençable en Afrique et à l'international. Donc, c'est beaucoup de boulot, notamment dans les secteurs agricoles. C'est tout un challenge, en fait. Donc, bravo, félicitations à vous. Donc, il faut déjà la réponse à un besoin. Qui procède, enfin le besoin c'est l'analyse qu'on fait, etc. Ou bien on importe un concept qui est riche à l'étranger. Ensuite, il faut maintenant écrire tout ça, comme je dis, il faut des études qui soient faites pour se rendre compte qu'on ne va pas se lancer pour ne pas gagner de l'argent, parce qu'on est entrepreneur pour se faire de la poche, en fait. Et maintenant, il faut aller au niveau de l'administration, au niveau de l'API, notamment au Mali, pour véritablement procéder à la création juridique. Alors, ce qui est important à savoir ici, c'est que le secteur informel n'est pas illégal, contrairement en France. Par exemple, en France, quand tu veux créer une entreprise et que l'État ne te délivre pas l'autorisation à le faire, comme au Mali, vous allez être considéré comme étant hors de la loi et vous pouvez même aller en prison. Alors qu'au Mali, déjà, on peut mener des activités économiques sans pour autant être référencé au niveau de la pays. Et donc ça, c'est vraiment un grand avantage. C'est pour ça que le Mali, comme il a dit, c'est aussi un terreau fertile pour entreprendre. C'est là où on fait la différence entre entrepreneuriat et activité génératrice de revenus. Monsieur Djamal Nasser, vous êtes bien sûr le président des jeunes diplômés, mais aussi opérateur économique. Quels sont les credos porteurs quand on veut entreprendre? C'est vendre du bazin, vendre des pièces détachées de téléphonie mobile ou autre? Tout d'abord, merci pour l'invitation, l'occasion que vous nous donnez de s'exprimer sur la télévision panafricaine Africable. Ensuite, je voudrais saluer quand même les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre. Des jeunes? Bien sûr. Parce qu'on est dans une émission de jeunes. Effectivement. Merci. Donc, je suis effectivement le président des jeunes diplômés opérateurs économiques du Mali. Je suis l'organisateur de la nuit de l'entreprise au Mali. Et ça fait bientôt 5 à 6 ans que nous organisons cette nuit d'entreprise en collaboration avec la télévision nationale du Mali en direct. Donc,
au niveau vous me posez la question de savoir qu'est-ce que les jeunes peuvent contribuer. Hein? C'est pas ça la question. D'abord, les credos porteurs pour les jeunes. Bon, vendre du bazar où tout le monde peut se lancer à faire comme Zaba Holding ou autres projets. Tous les créneaux sont porteurs dans le milieu du secteur privé, dans le milieu du secteur privé, dans le milieu du commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ici, tout est... Et en République du Mali, vous avez, qu'est-ce que je veux dire, tout est fertile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde peut être opérateur économique. Certes, il faut avoir un niveau intellectuel, c'est-à-dire on ne peut pas être directement un import-export, c'est-à-dire sans commencer par la première année, la deuxième année, la troisième année. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire, comme je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire, par exemple, dire que personne... tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. D'accord. C'est-à-dire, c'est le seul milieu où tout le monde peut entreprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tout le monde peut entreprendre. Je viens. Il faut avoir, certes, il faut avoir un niveau intellectuel. Certes, il faut avoir un niveau intellectuel, mais la pratique est différente de la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir le diplôme que l'on veut, mais tant qu'on n'est pas sur le terrain, vous allez échouer. Le terrain et le diplôme, c'est différent. Il faut avoir ça dans le sang. Il faut être opérateur de génération, c'est-à-dire de petit. On ne peut pas être un diplômé sans passer par la première année, la deuxième année, la troisième année. Des étapes. Donc, pour arriver à un niveau très élevé, il faut passer par des étapes. Au niveau du secteur privé aussi, il faut bien sûr commencer par le bas et arriver à l'échelon. D'accord. Outre le fait que vous ne soyez pas d'accord avec Diakité, avec sa thèse selon laquelle tout le monde ne peut pas entreprendre, pour vous, tous les credos sont porteurs. Monsieur Mokhtar, vous qui... D'accord. Surtout en République du Mali, tous les créneaux sont porteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit seulement d'avoir le courage et il suffit d'avoir la volonté et de se lancer. Si vous avez les moyens, si vous avez le courage, si vous croyez à ce que vous faites, vous allez réussir là-dedans. Monsieur Mokhtar, vous qui représentez le ministère de la Jeunesse ici, il y a des créneaux porteurs pour les jeunes entrepreneurs? Moi, je pense qu'il y a des créneaux porteurs. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, en fait, pour entreprendre, ce qui vaille, c'est la volonté. Il faut que celui qui veut s'engager dans la création d'entreprise, il soit volontaire. Et que la personne ait son idée d'entreprise. Et qu'il porte son idée d'entreprise. Maintenant, le reste va suivre. Et ça dépend maintenant de quel type d'entreprise la personne veut créer. Est-ce que c'est une très petite entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise? En fonction de ça, parce que les gens n'ont pas les mêmes gabarits, n'ont pas les mêmes réalités. Et donc, le fait que l'individu veut créer son entreprise, c'est déjà un engagement. Et un engagement qui peut être concrétisé. Et comme je l'ai dit, le terreau est fertile au Mali par rapport à ça. Et effectivement, quand vous regardez l'espace national, il y a des filières aujourd'hui qui sont porteuses. Et au nombre de ces filières, quand vous prenez le secteur agricole, aujourd'hui nous produisons. Et la plupart de nos productions, en fait, pourrissent avec les commerçants. Et souvent même, nos produits ne sont pas labellisés au niveau national pour apporter de la valeur ajoutée au niveau de la croissance. Et moi, je reste convaincu qu'il s'agit aujourd'hui de renforcer cet esprit d'initiative, cet esprit de créativité. Et aujourd'hui, si on arrive à renforcer cet esprit de créativité, on arrive à partager l'ensemble des opportunités qui sont au niveau national. Et Dieu se sait que ces opportunités sont multiples et ces opportunités sont nombreuses et qui peuvent aider à booster, n'est-ce pas, au niveau de la jeunesse, la création d'entreprises. Et je dis que, à la lumière de ça, on peut avoir un certain nombre de jeunes entrepreneurs qui pourront en fait contribuer au rayonnement du pays. Qui parle de jeunesse parle de votre ministère. Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes en termes d'entrepreneuriat, en termes d'emploi? En termes d'entrepreneuriat, nous avons fait beaucoup de choses. Comme? Il faut dire que le ministère en charge de la jeunesse est un des 35 départements du gouvernement de la République du Mali. Et que le gouvernement constitue un tout.
Si vous prenez aujourd'hui, j'ai parlé tantôt du PROCEJ. Le PROCEJ a aujourd'hui des milliards qui sont mis à la disposition de l'APEJ pour aider à la création d'entreprises. Pourtant, les jeunes Maliens ne voient pas ça pour le moment. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui même, si vous écoutez la radio nationale, il y a un appel à dossier qui est lancé. Et la date de clôture même, c'est le 31 de ce mois. Apparemment, c'est une question de bras long. L'un s'en faut, non. Je ne partage pas du tout. Il s'agit d'avoir son idée. Il s'agit d'avoir son idée et d'être conquérant. On n'a rien sans peine. D'accord. On n'a rien sans peine. Et donc, je voulais tout simplement dire... Voilà, ok, on le laisse terminer. J'ai parlé de la pêche. Au niveau même du département en charge de la jeunesse, nous avons ce qu'on appelle les camps de jeunesse, dans lesquels, par le passé, on formait annuellement 100 jeunes qui sont insérés dans le tissu socio-économique. Aujourd'hui, ce chiffre-là est multiplié par 10. Et nous sommes en train de mettre en route tout de suite un projet avec le PNUD où nous allons développer 1118 entrepreneurs. Nous sommes en train de rétablir le service national des jeunes qui va aussi aider à former les jeunes maliennes, à renforcer leur formation professionnelle. Et avec le SNJ, par exemple, en 2018, nous allons recruter 600 jeunes, dont 500 vont être insérés dans le tissu socio-économique. Et nous avons le programme d'appui à la jeunesse, par le biais duquel nous formons et nous insérons dans le tissu de la production. D'accord. Donc, les initiatives existent. D'accord, M. Mokhtar. Avant de venir à vous, Diakité, Soumono voulait rebondir là-dessus. Je voulais donner déjà, il faut faire attention. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Pour la simple bonne raison, les ratios internationaux, c'est quoi? C'est que c'est 1% de la population qui peut être entrepreneur. Ça, c'est des ratios internationaux, n'importe où aux États-Unis, au Mali, etc. Maintenant, la question aujourd'hui, la problématique au Mali, ce n'est pas la question du ministère de l'Emploi, etc. Ce n'est pas une question de c'est pas seulement une question malienne, voilà. M. Soumono. Les questions de structure, tous les dispositifs, quels qu'ils soient, ils sont bons n'importe où. Mais la problématique au Mali, particulièrement, je prends le cas du Mali, c'est que malheureusement, nous n'avons pas une politique nationale de l'entrepreneuriat. Ça, c'est déjà le nerf de la guerre. Tant qu'on n'a pas une politique nationale d'entrepreneuriat, aujourd'hui, tous les ministères, parce que l'entrepreneuriat, c'est une question transversale, aussi bien comme la question de la jeunesse, c'est des questions transversales. C'est-à-dire la question de santé de la reproduction, ça touche à tout le monde. Donc l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a le ministère de l'Investissement qui pense qu'il est porteur du secteur de l'entrepreneuriat. Le ministère de la Jeunesse fait, le ministère de l'Emploi également le fait. Donc, il faudrait aujourd'hui que nous puissions d'une même chose dire qu'il faille une politique nationale de l'entrepreneuriat. Et si on doit faire la politique nationale de l'entrepreneuriat, qui va être porteur de cette politique-là? Ça, c'est la première question. La deuxième chose, ce que je vais dire, c'est que si on regarde tout ce que l'État a fait, vous l'avez dit, on a comme l'impression que rien n'a été fait. Parce que les questions les plus essentielles n'ont pas été résolues. Pourquoi ça n'a pas été résolu? Il ne s'agit pas de former. Parce que nous, au Mali, on a opté pour que l'entrepreneuriat soit une politique d'insertion de masse. Donc, on a préféré mettre l'accent sur le chiffre et non sur la qualité. Or, tant qu'on est dans cette logique-là, on n'aura jamais des entrepreneurs qui vont être des références comme Aïssata Diakité. Ça, c'est extrêmement important. D'accord. Donc maintenant, je finis. Et la question qu'il faudrait déjà, la question de formation, elle est bien. Aujourd'hui, il dit que tout le monde peut, tous les secteurs sont bons. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ce diplôme. Rapidement. D'ailleurs, les plus grands opérateurs économiques maliens ne sont pas diplômés. Maintenant, de la même manière, il a dit quelque chose, il faut l'avoir dans son sang. Et pour ce pouce-là, moi, j'estime, je suis intimement convaincu qu'on est entrepreneur. Donc, à tout le moins, on est avec la fibre entrepreneuriale. Et cette fibre entrepreneuriale se développe. C'est comme, par exemple, le lion, quand il naît, il boit du lait. Lionceau, il boit du lait. Mais à un certain moment donné, il a son instinct de lion qui vient, il va aller chasser et se nourrir de viande crue. Donc si on estime que tout le monde peut devenir l'homme, manger par exemple l'homme, nous, tout le monde boit le lait à l'enfance, mais à un certain moment donné, chacun prend, nous on devient omnivore, le lion devient carnivore. Donc c'est la même chose qu'il faudrait penser. Et enfin, dernière chose que je voudrais dire, il faudrait que c'est pour cela que nous, on a mis en place le jeune patronat. Le problème du Mali, c'est que l'entrepreneuriat, pour que les jeunes entrepreneurs soient des modèles, il faut qu'ils soient encadrés dans le cadre de ce qu'on appelle le mentorat. Et pour être mentor, il faut être confié à un jeune ou à un entrepreneur qui a de l'expérience. Et malheureusement, au Mali, ceux qui sont censés encadrer ces jeunes débutants, ils les considèrent comme étant des potentiels concurrents.
et on va tout faire pour qu'ils ne puissent pas... D'accord, non, attendez s'il vous plaît, Diakité. Oui. L'État doit aider tout le monde à avoir de l'emploi ou pas, puisque tout le monde ne peut pas entreprendre. En fait, moi je trouve que nos États n'ont pas assez de moyens pour nous appuyer, mais il faut qu'il y ait des outils en fait pour créer un environnement favorable. En fait, moi j'ai une double casquette. J'interviens dans mon entreprise Zaban Holding, on est dans l'agro-business. Donc actuellement on a une unité de production au Mali et mes employés dépassent une trentaine de personnes. Et j'ai aussi pas mal de personnes qui viennent en indirect. Lors de la saisonnalité, on monte souvent jusqu'à 50 personnes. Donc il y a de l'emploi direct concret. Mais malheureusement, dans l'autre casquette, j'interviens aussi, notamment au niveau des parties prenantes, institutions internationales, souvent structures étatiques, pour travailler sur l'environnement des affaires. Je le fais aussi au Mali et en France aussi, j'ai des pieds là-dedans. Donc au Mali, pour moi, je dis que l'État n'a pas tous les outils. Et actuellement, l'entrepreneuriat n'est pas un fardeau pour répondre à l'emploi des jeunes en fait. Déjà les jeunes qui portent une idée de projet. Pour moi, une idée de projet, les jeunes entrepreneurs doivent être appuyés. Moi, j'ai eu appuyés par les incubateurs dans un premier temps. Ils doivent être écoutés par des réseaux d'entrepreneurs qui sont créés. Est-ce que c'est des processus qui se font concrètement au Mali avec des résultats? Aujourd'hui, je dirais un peu non. Même si les ministères ont des programmes, après, ils ont aussi un programme sur un Gantt. Il faut finir, il faut qu'il y ait des chiffres. Mais au niveau des chiffres, est-ce qu'on arrive à évaluer réellement l'impact que ça crée? Sincèrement, en tant qu'entrepreneur, je me dis il faut qu'on revoie tout ça pour qu'il y ait des solutions. Je reviens encore parce qu'avec mon entreprise, une fois au ministère de l'Emploi et au ministère de l'Environnement, une personne m'a dit les idées de projet, on en a beaucoup, il y a des gens qui veulent faire des usines. C'est quand est-ce que le projet va avoir jour en fait? C'est un style où on rejette souvent les jeunes avec des idées. Ça, il ne faut pas en fait. Les jeunes doivent écouter, accompagner, mentorer et guider en fait. Par exemple, moi aujourd'hui, je me dis j'ai une PME, mais j'ai besoin d'aide. Il faut que d'autres personnes me donnent la main, me guident, m'accompagnent. De l'argent aussi. Même l'outil financier, on parle des secteurs porteurs, l'industrie, l'infrastructure et autres. On a besoin d'outils financiers. Quelle est l'équation financière? C'est quoi le rôle d'un fonds d'investissement? C'est quoi le rôle d'un business angel? Donc, tant que l'entrepreneur n'arrive pas à maîtriser cela, on ne peut pas être compétitif. Et même si on a la fibre entrepreneur, souvent ça tombe parce qu'on n'est pas accompagné comme il faut. Monsieur Mokhtar, vous avez des chiffres, avant de venir à vous, Monsieur Nasser. Monsieur Mokhtar, vous avez des chiffres révélateurs avec vous? Non, moi je dis tout simplement... Niveau de réussite des jeunes entrepreneurs? Non, il y a des chiffres révélateurs. Parce que lorsque on fait les statistiques au niveau des camps de jeunesse, ceux que nous accompagnons, parce que une fois qu'ils sont formés au niveau des camps de jeunesse, ils sont insérés dans le tissu productif. Et souvent même, nous avons par exemple ceux qui sont accompagnés par la Conféges et qui bénéficient de ce truc-là. Et dans la plupart des cas, c'est des succès. C'est des succès parce qu'il s'agit d'avoir un encadrement de proximité. La question de mentorat qui a été évoquée, il faut développer cela. Et effectivement, il y a des contraintes à ce niveau. D'abord, c'est quoi le mentorat, rapidement, le mentorat, plaît, pour les jeunes téléspectateurs? Le mentorat, c'est tout juste le fait que les jeunes entreprises puissent être encadrées par des gens qui ont une certaine expérience, une certaine expertise pour les aider, n'est-ce pas, à être performants dans le travail qu'ils font. D'accord. D'accord, voilà. Monsieur Nasser. D'accord. Donc, terminé, monsieur. De ce point de vue, effectivement, il y a des potentialités, mais il faut savoir à quelle porte taper. Ça, c'est extrêmement important. Il y a le fonds phare, lui, il le sait, il le connaît mieux que moi. Et le fonds phare, là, est là pour garantir ceux qui veulent intervenir dans l'entreprise. D'accord, mais vous n'avez pas de chiffres, monsieur Mokhtar? Il faut que j'intervienne. Non, attendez. Ça, c'est un premier aspect. Il y a, si vous prenez au niveau, ceux qui veulent intervenir au niveau de l'agriculture, il y a un fonds national d'appui agricole qui est là. Et ce fonds-là, aujourd'hui, attend les entrepreneurs. Le fonds existe, c'est doté de milliards et ça attend des entrepreneurs. Attendez, monsieur Nasser. Avant de revenir là-dessus, monsieur Nasser veut répondre. Monsieur Nasser, vous voulez rebondir là-dessus, rapidement? Juste. C'est-à-dire le problème du Mali, le problème des jeunes, c'est surtout un problème d'orientation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez créer votre entreprise aujourd'hui. Quand on dit jeune diplômé, opérateur économique, vous partez de zéro et arrivez au sommet. Mais quand vous voulez créer votre entreprise, vous vous rendrez dans une agence, par exemple l'API, on vous demande de payer de l'argent pour créer votre entreprise, vous créez votre entreprise. Une fois créée, vous avez des difficultés. Vous vous rendez à la banque pour avoir
un fonds de financement. On entend parler de phare, on entend parler de ces fonds de garantie qui sont dans des structures, mais personne ne sait qui bénéficie de ces fonds-là, jusqu'à preuve de contraire. Justement, justement, monsieur Nasser, vous avez affaire aux entrepreneurs, surtout quand vous organisez la nuit de l'entrepreneuriat. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'aide, surtout une aide financière avant de commencer. Mais c'est quand ils réussissent, entre guillemets, quand ils commencent leur entreprise, ben, il y a des gens qui viennent vers eux pour les aider. Mais quand ils veulent commencer, ils n'ont pas d'aide. Merci. Ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que une fois que vous êtes au sommet, là, vous n'avez plus besoin d'aide. Il faut aider ceux qui sont au rez-de-chaussée d'abord. Qui doit aider? Qui doit aider? Je viens. Qui doit aider? Il a bien parlé tout de suite du phare, fonds d'appui à je ne sais pas quoi là. Est-ce que tu as compris? On entend fonds autonome. Ensuite, on entend un fonds qui se trouve dans des banques pour aider les jeunes opérateurs économiques. Mais quels sont ces jeunes opérateurs? Souvent, ces fonds-là qui sont dans des banques sont utilisés par d'autres opérateurs économiques qui ne sont même pas des jeunes opérateurs économiques. Quand il faut, certes, parce qu'on sait comment ça se passe ici, entre les banquiers et les différents clients. Donc, il y a un problème d'orientation. Où est-ce qu'il faut? Pourquoi ne même pas créer une maison, c'est-à-dire un bureau où on assiste ces jeunes opérateurs économiques pour les orienter, pour les dire. Parce que souvent, quand vous avez des difficultés, vous ne savez même pas où est-ce qu'il faut retourner. Attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, attendez, monsieur Mokhtar. Non, s'il vous plaît. Non, attendez. Diakité, vous avez la parole. S'il vous plaît. La parole, je rebondis là-dessus. Parce que, par exemple, je sais, il y a beaucoup de programmes qui sont au Mali. Mais l'entrepreneuriat, comme Soumanou l'a dit, c'est tout un long processus, en fait. C'est vraiment long. Pour moi, la promotion de l'entrepreneuriat aujourd'hui, même au Mali, ça doit vraiment se faire au niveau déjà au niveau des parents et aussi au niveau de toutes les personnes qui travaillent souvent même dans les ministères. On a un gros souci culturel aussi où les gens ne croient pas à l'entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est comme un électron libre. La personne doit être appuyée parce que c'est une personne qui travaille limite 20 heures, voire 40. Enfin, c'est beaucoup de boulot pour arriver à un petit résultat où souvent on te dit non, ça ne va pas. Il faut accepter aussi l'échec. Pour moi, donner 10 millions ou 5 millions pour un projet agricole à un jeune pour débuter dans un premier temps, qui n'a pas une vision de son entreprise, à N+5, N+10, sincèrement, tous les programmes ne doivent pas appuyer les jeunes en fait. Parce qu'il faut que le cadre soit clair. Pour qu'on ait je parle d'ensemble, hein, pour que ça soit une rentabilité économique pour le Mali, pour que l'entreprise puisse aussi garder ses employés. Parce que c'est bien beau, les jeunes sont souvent appuyés, mais quel est le résultat? Même si c'est créé, le taux de l'échec des entreprises, c'est colossal au Mali en fait. Et souvent, dans mon cas aussi, il y a des fonds, mais quand est-ce que les fonds-là sont débloqués pour l'entrepreneur? On est dans un pays enclavé où on a juste une matière première ou dans un autre truc. Dans tous les secteurs, on est obligé d'importer, soit de l'Europe ou de la sous-région. Et quand ces fonds-là ne sont pas débloqués à temps, sincèrement, les partenaires ne nous attendent pas. Ils disent « Ah, c'est encore un Africain ». Alors, si on dit ça fait très mal. Je les vis, en fait. Parce que souvent, même avec... Certes, les banques suivent aussi. Mais il faut que les fonds d'appui, les fonds de garantie ou tous ces fonds-là qui sont là puissent être débloqués à temps pour que le projet démarre et que le projet s'appuie aussi sur des partenaires à l'international. Parce qu'on est dans un pays enclavé. Qui peut me dire le contraire ici? Mokhtar. Donc, tout ça, ça joue. Non, attendez, Soumalo, je vais revenir vers vous. Et c'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, les initiatives qui sont développées sont des initiatives encadrées. Effectivement, à un moment donné, nous avons fait le point d'un certain nombre de projets et de programmes, d'opérations qui étaient en cours. Si on prend par exemple l'opération taxi, l'opération on s'est rendu compte qu'effectivement, le taux de recouvrement n'était pas au-dessus des attentes. Et donc, il faut tirer les leçons de tout ça. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi, par exemple, si vous prenez aujourd'hui un certain nombre de projets qui sont en place, je prends le cas de FIER. C'est quoi le FIER? Le FIER, c'est le programme de formation insertion des jeunes ruraux. Apparemment, il y a beaucoup de programmes, mais il y a beaucoup de chômeurs. Et c'est pourquoi je dis, effectivement, le problème, c'est la communication, c'est l'information. Il faut que les jeunes tapent aux bonnes portes.
Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, avec le Conseil national de la jeunesse, on est en train de mettre en place des centres d'information, d'orientation des jeunes, pour que les jeunes sachent qu'il y a telle opportunité. Et cela, nous sommes en train de multiplier cela à travers les infrastructures de jeunesse qui sont en place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes en train de recruter et d'engager des volontaires, des jeunes volontaires, qui vont accompagner ces jeunes ruraux-là, les former, les aider à mettre en place leur plan d'affaires, les aider à faire en sorte à choisir les meilleures filières au niveau de leur espace avant de s'implanter. Et je pense que cet accompagnement-là est précieux. Et c'est important que cet accompagnement-là se fasse. Et c'est parce que nous avons tiré les leçons de tout ce qui s'est passé, de tous les projets qui ont été réalisés, que nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de batteries. Et ces batteries vont faire en sorte que les chances de succès vont être maximalisées et nous allons avoir au niveau des taux, les taux meilleurs. Et ce travail-là, il faut le faire. D'accord. Mais comme l'a dit, il faut que, en fait, nous travaillons en synergie. Il faut que nous nous disons que, en fait, les jeunes ont besoin d'accompagnement. C'est bon, monsieur Mokhtar. Et c'est pourquoi je dis, une fois que vous êtes porteur d'une idée, vous avez toutes les chances d'être un entrepreneur. Et c'est pourquoi nous pensons que tous ceux qui sont porteurs d'idées peuvent être de bons entrepreneurs. Monsieur Soumano. Moi, j'ai tellement attendu que souvent, mais moi, ce que je veux dire, non, il faut pas. La question de la formation au Mali, c'est ça. Il n'y a pas de problème de formation. Le problème, vous avez dit, les fonds sont là. Mais on parle seulement du cas Mali. Pourtant, c'est une problématique régionale. Moi, par exemple, j'ai eu une invitation en tant que président de la jeunesse patronale malienne de participer à la formulation pour l'Afrique et l'Europe des défis du secteur privé de jeunes. Donc, par exemple, on va aller au Kenya, je suis invité par le MEDEF France, et ça, c'est déjà un honneur. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, on ne parle pas de bonnes pratiques. Quelles bonnes pratiques? Le Mali a été donneur de leçons pour l'Afrique et pour l'Europe, en mettant en place ce qu'on appelle le jeune patronat. Ça n'existait nulle part. Et ça a été fait à la faveur d'un forum économique. Et personne n'en parle. Ça, ce n'est pas normal. Première des choses. Et pourtant, ça, c'est des choses qu'il faut dire. Deuxième des choses, et on dit que les fonds existent, etc. Je suis d'accord. Mais ce qu'il faut dire, le problème du financement au Mali, c'est quoi? C'est que quand on finance, les jeunes ont plus le problème de créer un bureau luxueux, etc. Alors que le financement doit aller dans la recherche de marché. Tant que tu n'as pas un marché, on te donne 10 millions, tu ne vas jamais réussir. Parce que une entreprise qui se porte en bonne santé, c'est une entreprise qui fait des marchés, qui a beaucoup de clients. Ça veut dire que le marché est là. Et c'est pour cela, nous, dans notre jeune patronat, on réfléchit. On s'est dit, les partenaires qui veulent aider les jeunes entrepreneurs, au lieu de leur donner des financements pour qu'ils commencent, pourquoi ne pas leur donner des marchés? Parce qu'en ayant un marché, un contrat, tu as de l'expérience et les banques vont t'accompagner forcément. Ça, c'est extrêmement important. Troisième chose que je voudrais aussi dire, il a parlé d'un problème de synergie d'action. Il y a plein d'actions qui sont faites à l'endroit des primo-démarreurs, c'est-à-dire des gens qui commencent pour la première fois. Mais malheureusement, des jeunes qui ont commencé, qui ont échoué là, qui les aident? Elle a dit, je vais dire, par exemple, moi je peux commencer mon entreprise, ça échoue parce que malheureusement, je n'avais pas compris, j'ai échoué, personne ne me prend en compte. Et c'est là où nous, on a initié un programme qu'on va d'ailleurs faire avec le ministère de la Jeunesse et le ministère du Développement industriel, sans oublier le ministère de l'Investissement, le rebond gagnant. Ça veut dire quoi? On va s'intéresser aux jeunes qui ont tenté et qui ont échoué et transformer maintenant leur échec en réussite. Ça, c'est extrêmement important. Donc maintenant, il faudra que on se mette dans une logique de donner des leçons. Et pour finir, sachez au Mali, je vous avais parlé de chiffres, je vais vous étonner. Il y a eu 9300 entreprises qui ont été créées au Mali en 2016. 9300 entreprises qui ont été créées au Mali en 2016. Et si on regarde l'impact de cette entreprise, c'est que chaque entreprise paye au moins 14 200, au moins, minimum 14 200 d'impôts. Multipliez 14 200 fois 9 300, ça vous donne à peu près ce que ça fait pour l'État du Mali. Et chaque entreprise minimum créera 2 emplois. Multipliez 2 emplois par 9 300, ça vous donne combien en termes de chiffres? Au même moment, je vais parler de taux d'échec. Le taux d'échec au Mali, c'est là où le tableau est sombre. Ça fait 95%.
Donc, des entreprises qui ont été créées l'année passée, leur taux d'échec est de 95%. Mais au même moment, nous sommes champions. C'est ce qui fait que d'ailleurs, nous avons été positionnés comme étant premiers doing business, comme elle parlait de réforme de cadre des affaires, parce qu'il y a un certain nombre de critères de la Banque mondiale qu'on appelle doing business, où il y a la création d'emplois, la création d'entreprises, excusez-moi. Et le Mali est premier dans la zone UEMOA, malgré que nous soyons un pays qui sort de la crise. Donc ça veut dire que le Mali, à la fois, est performant, mais également le Mali... Attendez, nous allons partir pour la rubrique témoignage, où Bilal Idiko, un jeune entrepreneur malien, nous donne son avis sur ce thème. C'est dans la rubrique témoignage. Mon nom est Bilal Idiko, je suis directeur général du cabinet Smart Branding et également Business Developer. Pour moi, l'État n'a pas pour vocation de créer de l'emploi. Sa vocation, c'est de faciliter les conditions de création d'entreprises qui vont, elles, créer plus d'emplois et favoriser la croissance économique, favoriser la production et la richesse dans le pays. La vocation de l'entreprise, c'est cela, c'est créer plus d'emplois, c'est favoriser les conditions de développement des richesses et l'industrialisation du pays. Pour moi, il est très très important que l'État puisse développer le secteur privé en favorisant les conditions de création d'emplois, notamment en termes fiscaux et en termes de régulation juridique. À ce niveau-là, je crois qu'il est très très important d'appuyer les entreprises à ce niveau. Et dans un autre point de vue, il est important que les jeunes prennent conscience que leur avenir est vraiment dans leurs mains et qu'il leur revient de créer l'emploi qu'ils recherchent et non attendre que l'État puisse leur en offrir. Il est évident aujourd'hui au Mali que l'État n'a plus la capacité de pouvoir créer autant d'emplois pour recevoir tous les jeunes diplômés qui sortent de l'université chaque année. Donc il est très important que les jeunes puissent prendre les initiatives d'eux-mêmes, mais il est aussi important que les conditions soient sine qua non, que les conditions soient adéquates pour pouvoir leur permettre de créer leur propre entreprise et soutenir le développement local. L'entrepreneuriat, c'est la clé de développement de notre pays et cela va du soutien de l'État qui doit favoriser les conditions de création d'entreprises et les entreprises à elles de pouvoir développer le pays à travers la production de richesses. Clé de développement, l'entrepreneuriat. Monsieur Mokhtar, 9300 entreprises créées en 2016, comme l'a dit Monsieur Soumano, 95% d'échecs de façon générale. Alors, en quoi ces jeunes peuvent avoir un impact sur l'économie nationale dans le processus de développement d'un pays, d'une nation? En fait, effectivement, les jeunes constituent une frange importante et c'est important qu'ils puissent s'insérer dans le tissu social à travers la création d'entreprises. Et il y a eu, comme il a dit, des échecs au niveau de certains jeunes. Mais il faut analyser tout ça, tirer les leçons et rebondir par rapport à ça. Et comme je l'ai dit, en fait, nous sommes en train de tirer les leçons de ce qui s'est passé. J'ai parlé tantôt du projet Taxi qui a été mis en œuvre. Nous mettons en œuvre aussi des programmes et c'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons des plans d'affaires. Nous faisons de la formation en amont. Nous faisons de l'accompagnement, des stratégies pour pouvoir minimiser ces échecs-là. Pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes entrepreneurs qui réussissent dans leur entreprise. Pour faire en sorte que ces taux d'échec-là soient davantage minimisés. Lorsque, effectivement, on a un nombre de jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat, il est tout à fait normal que certains ne réussissent pas. Mais ce taux-là, il faut agir là-dessus. Faire en sorte que ça soit autant que peut se faire moindre. Et ce travail-là, nous sommes en train de le faire. Et quand vous regardez aujourd'hui les orientations même de l'APEJ, vous regardez ce qui se dit au niveau du procès, vous regardez ce que au niveau des camps de jeunesse, nous sommes en train de mettre en place, vous regardez ce que la formation professionnelle qu'on est en train de mettre en place, les politiques qui sont en train d'être créées. Il a dit qu'il n'y a pas une politique d'entrepreneuriat, mais vous trouverez en fait les bribes de cette politique-là dans différents documents de politique. Si vous prenez la politique nationale de l'emploi, vous trouverez des bribes, n'est-ce pas, des
stratégies pour promouvoir l'entrepreneuriat. Si vous prenez la loi d'orientation agricole, vous trouverez des stratégies à ce niveau. Si vous prenez la loi d'orientation sur le secteur privé, vous trouverez des stratégies là-dedans. Si vous prenez aujourd'hui le code des investissements, vous trouverez des bribes, n'est-ce pas, de cette stratégie. Peut-être qu'il faut harmoniser à travers un document de politique nationale auquel j'adhère parfaitement. Mais, disons, nous sommes en train, au niveau du gouvernement, de faire en sorte que les taux d'échec puissent être minimisés parce que c'est l'entrepreneuriat qui va créer des richesses et c'est à travers ces richesses-là qu'on peut parler, n'est-ce pas, de croissance économique et de redistribution des fruits de cette croissance-là pour pouvoir booster la pauvreté du pays, pour pouvoir éradiquer cette pauvreté. En fait, c'est très compliqué l'entrepreneuriat, je le dis toujours, parce que même les institutions internationales, les États, les ministères, chacun travaille de son côté. Et l'entrepreneur est vraiment perdu. Par exemple, dans mon cas avec Zaban Holding, j'ai gagné, aujourd'hui je sais, environ 7 prix, grands prix de très haut niveau à l'international en fait. Et j'ai été aussi consultante pour l'OIF qui porte un programme qui fait la promotion de l'entrepreneuriat dans 12 pays subsahariens, dont une mission de terrain a été faite en rentrant en contact avec institutions internationales, banques, tous les acteurs du processus de l'entrepreneuriat qui accompagnent ou qui financent. Mais sauf que le résultat est quoi? Chacun porte son programme. Chacun veut avoir sa visibilité sur l'entrepreneur, mais on ne travaille pas ensemble. Et ça, qu'est-ce qui arrive à l'entrepreneur? Malheureusement, c'est des gens qui sont perdus. Ils tournent, la mayonnaise ne prend pas. Et ça, c'est un problème, c'est un challenge des États et même des institutions. Actuellement, l'OIF a signé des conventions avec l'AFD, avec la Banque mondiale pour qu'ils puissent travailler ensemble dans le même sens. Parce que souvent, quand on prend leurs programmes, ils ont les mêmes objectifs que les États. Ils ont les mêmes objectifs que nos ministères. Mais malheureusement, le jeune entrepreneur ou le vieux entrepreneur, je dirais, est souvent perdu dans tout ça, en fait. Parce que pour moi, c'est un peu une machine de guerre. La problématique est même que comment l'État même pourra absorber tous ces programmes qui arrivent dans son pays et pourra mieux accompagner des structures, je dirais, privées d'accompagnement pour qu'ils puissent travailler ensemble, en fait. Parce que pour moi, le meilleur accompagnateur d'un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Ce n'est pas une personne qui sort du secteur privé. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les banques. Les consultants, souvent, qui accompagnent les entrepreneurs ne sont pas entrepreneurs. Ils ne comprennent pas ta réalité, en fait. Alors que quand c'est un autre entrepreneur qui te coach, qui te donne des outils, qui a réussi, notamment un bon mentor de ton secteur, ça va plus t'apporter que souvent même des structures publiques parce que c'est d'autres consultants qui sont là, qui ne sont pas entrepreneurs. Je l'ai dit, c'est un constat, ça peut frustrer certaines personnes, mais c'est un constat. C'est que, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? C'est vraiment ajouter tout le temps des entrepreneurs dans la conception des projets, dans la mise en place et même dans l'accompagnement, en fait. Et des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ne parlent pas, qui sont silencieux, mais qui réussissent. C'est-à-dire en amont, pendant et après. Pendant et après, c'est un long processus. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon cas, moi je suis accompagnée, mais j'accompagne d'autres personnes, notamment au compte de l'Union européenne, le programme Meet Africa. Je suis une ambassadrice de ce programme. Il y a 7 jeunes Maliens de la diaspora qui ont des beaux projets industriels qui vont voir le jour dans 2 ans. Moi, je les coach aussi de mon vécu. Souvent, quand ils m'appellent, j'ai la chair de poule à leur place parce que c'est difficile. Tout est beau à dire sur les papiers, mais comment améliorer notre quotidien? Par exemple, en Algérie, quand un projet industriel vient, il est exonéré 10 ans. L'État l'accompagne, le financement est là. 10 ans. 10 ans. Est-ce qu'on en a ça au Mali? Le secteur agricole, pour moi, il faut exonérer pendant 7 ans, en fait. Au-delà, à partir de 150 millions de francs CFA d'investissement, il faut mettre 7 ans d'exo, en fait. Donner de la TVA à l'entreprise ne paye pas pour que l'entreprise soit compétitive. Parce que le marché est inondé de produits. Et à l'international, c'est très difficile. Tant que tous ces aspects-là ne sont pas pris en compte, on va beaucoup parler pour peu des résultats. Soumano, oui. Le processus, il est hyper compliqué d'après ce que je viens d'entendre. Mais est-ce que vous pouvez nous mettre en schéma, vous pouvez schématiser en quoi les jeunes entrepreneurs ont un impact sur l'économie, autrement dit sur le développement. Schématiser pour que les jeunes téléspectateurs comprennent de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, comprennent. D'accord. Déjà, là où ils interviennent en premier lieu, c'est la solution à un problème. C'est-à-dire un problème ils proposent une solution au problème. C'est ça que j'ai dit premièrement.
Deuxièmement, quand un entrepreneur vient, l'État est content. Pourquoi? Parce que déjà, la création d'entreprise emporte création de richesse. Sur quelle base? La création, le paiement seulement d'impôts et taxes fait que l'entrepreneur participe au développement économique. Ça, c'est extrêmement important. La création d'emplois. Quand ils créent de l'emploi, pour les jeunes, ils leur payent des salaires. Ces jeunes deviennent aussi indépendants dans leur communauté, mais ces jeunes aussi payent des impôts sur l'argent qu'ils reçoivent, que l'entrepreneur le donne. Donc déjà, vous voyez, il y a un impact à deux niveaux. L'État, premièrement. Et d'ailleurs, il a dit quelque chose, le Mali fait partie, et d'ailleurs tous les pays de l'UEMOA et de l'OADA, il y a des entreprises qui sont créées à 0 francs. Il y a jusqu'à des entreprises qui ont un chiffre d'affaires pour la première année qui ne dépasse pas 30 millions pour ceux qui sont dans le commerce, 20 millions pour ceux qui sont dans l'artisanat et 10 millions pour ceux qui sont dans les services. Donc on a fait, les États africains se sont mis d'accord pour dire que les jeunes entrepreneurs de cette catégorie-là payent 0 francs à la création. Mais en revanche, pour des pays qui ne sont pas dans cette communauté qu'on appelle l'OADA, au moment même de la création de l'entreprise, il faut un minimum de débours de 200 000 francs. Donc vous voyez déjà que même au niveau de la création de l'entreprise, l'entrepreneur participe à la réalisation de richesse. Au-delà de ça, ce qui est important et qu'il faudrait dire, c'est que chaque fois que l'entrepreneur passe, il crée de la richesse. Il va à la banque. Quand il emprunte à la banque, il paye des intérêts à la banque, il paye des impôts à l'État. Ça, c'est extrêmement important. Donc là, il a enrichi la banque, mais il enrichit encore l'État. Il enrichit l'État. Quand il a un marché, le marché, le fait de signer, surtout avec l'État, il paye 3% à l'État. Donc, il participe encore au développement économique. Et tout ça mis, si c'est des projets industriels, et contrairement à ce qu'a dit, au Mali, effectivement, il y a des exonérations qui sont accordées aux projets industriels, et surtout de la loi d'orientation agricole. Quand vous avez le statut d'entreprise agricole au Mali, vous avez 15 ans, vous ne payez aucun impôt ou vous ne payez aucune taxe. Ça, c'est extrêmement important. Mais malheureusement, les gens ont un déficit d'information. Les gens ne vont pas à l'information. Il en est aussi pour les jeunes entrepreneurs. Rapidement. Voilà. Donc, les jeunes entrepreneurs aussi, il y a beaucoup de facilités qui leur sont faites. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, elle a dit, le jeune est perdu. Et c'est pour cela, moi, j'appelle de mon vœu vivement la création ou l'ajout au ministère de la Jeunesse du vocable entrepreneuriat. Qu'on crée aujourd'hui au Mali le ministère de la Jeunesse et de l'entrepreneuriat et des PME. D'accord. Cela permettra, je finis. Cela permet d'avoir une politique nationale et qui sera la porte d'entrée de tous les partenaires. Ça, c'est extrêmement important. D'accord, M. Soumano. Voilà. Monsieur Nasser, 15 secondes, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais juste appuyer ce que Soumano vient de dire. L'entrepreneur, il y a tout un processus. Il y a tous des gens qui vivent sur le dos de l'entrepreneur. Le banquier, si l'entrepreneur n'existe pas, le banquier n'existe pas. Si l'entrepreneur n'existe pas, le transitaire n'existe pas. Si l'opérateur économique n'existe pas, le transport n'existe pas. C'est-à-dire que c'est de la plus-value. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la création de la richesse. C'est juste pour appuyer ce que Soumano disait. Merci. D'accord. Dernier tour de table. Monsieur Mokhtar, 15 secondes chacun. Dernier tour de table. Vos conseils pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui ont déjà entrepris et qui veulent entreprendre. 15 secondes chacun, s'il vous plaît. Monsieur Mokhtar, à vous. Moi, je voulais juste dire que, en fait, à la jeunesse, dans son ensemble, qu'il y a des opportunités. Mais comme le dit l'adage, donc il s'agit juste, n'est-ce pas, de créer les conditions, de s'insérer dans les conditions pour pouvoir mettre en place son entreprise. Et il y a tous les accompagnements qui sont disponibles. Et nous allons faire en sorte que, tant au niveau des centres d'écoute qui sont en train d'être animés par le Conseil national de la jeunesse, qu'au niveau des infrastructures de jeunesse, contribuer à communiquer, à diffuser l'information pour que véritablement nous ayons une nation de jeunes entrepreneurs. Soumano, rapidement, 15 secondes, pas plus. Moi, j'invite les jeunes entrepreneurs à adhérer au jeune patronat. Également, le forum économique régionaux qu'on organise, que l'État puisse véritablement s'en approprier, parce qu'il faut maintenant des forums économiques régionaux qui a les réalités. Et aussi, j'en appelle de mon vœu la mise en place d'une politique nationale de l'entrepreneuriat et la création des ministères de l'entrepreneuriat. Monsieur Nasser, vos conseils pour les jeunes? Merci. Conseils pour les jeunes entrepreneurs. En tant que président d'abord des jeunes entrepreneurs du Mali, nous avons notre siège ici face au Canou. Nous sommes membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Moi-même, je suis juge consulaire au tribunal de commerce, c'est-à-dire que je représente l'ensemble du secteur privé malien au niveau du ministère de la Justice, le tribunal de commerce. Le conseil que je peux lui donner, il faut être vraiment dynamique, il faut se battre. Il ne faut pas attendre qu'on vous aide seulement, il faut que vous-même, vous vous aidez d'abord. Voilà ce que je voulais dire.
On termine par vous. Oui. Aïssata Donc Diakité. moi, le conseil que je donne en tant que jeune entrepreneur, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut aimer les échecs. Pour moi, l'entreprise, c'est la succession d'échecs. On rebondit, on avance. Et dans mon cas, certes, on est en train de développer un volet conseil pour tout ce qui est design thinking, les logos, axé vraiment dans le secteur agricole pour que nos produits puissent avoir du caractère avec une image forte qui puisse pénétrer le marché international. Donc c'est vraiment un volet social qu'on va bientôt lancer. Donc Zaba Holding, je suis beaucoup active sur les réseaux sociaux. On est à l'écoute. Je suis aussi à l'origine du forum qui fait la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire. Donc, c'est des choses qu'on met en place avec comme acteurs des parties prenantes, notamment les institutions internationales. Et on est vraiment à l'écoute. Moi, j'ai dit aux jeunes, croyez en vous, entreprenez et il faut aimer l'échec en fait. Il faut aimer l'échec quand même. On n'a pas bu de Zaban avant de venir dans ce studio. Merci à toute l'équipe d'Africam Télévision pour la réalisation de ce numéro. Nous avons bien reçu vos messages d'encouragement, de félicitations pour la bonne continuité de cette émission. Surtout, n'oubliez pas de liker notre page Facebook Agoraji Africam Télévision, mais aussi avec le hashtag sur Twitter Agoraji. Bon week-end. Au prochain numéro.